Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette nouvelle session d'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Voici les titres. À Butembo, le comité provincial de sécurité dirigé par le gouverneur militaire Somo a décidé avec la société civile de Lubero de cantonner le militaire et les Wazalendo et de prendre en charge les obsèques d'un civil tué par balle afin d'apaiser les tensions. À Boulé, dans les territoires de Djougou, deux militaires FARDC ont tiré des coups de sommation vers des centres contrôlés par la CRP et sémé la panique. La MONUSCO est intervenue pour calmer les tensions. Tout de suite, les titres en détail. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité. Mesdames et messieurs, allons à Butembo où le comité provincial de sécurité dirigé par le gouverneur militaire Somo a rencontré la société civile de Lubero. Ils ont décidé de cantonner le militaire et le Wazalendo pour démilitariser la commune et de prendre en charge les obsèques d'un civil tué par balle. La société civile salue ces mesures visant à apaiser les tensions. Nous avons été reçus par le gouverneur de province du Nord Kivu et nos échanges ont porté sur notre mémorandum que nous lui avons adressé le 7 janvier dernier par rapport à la montée de l'insécurité dans la zone, c'est-à-dire dans les territoires de Lubero, d'une manière générale, et en particulier dans la commune de Lubero. Il s'observe la recrudescence de l'insécurité, comme je l'ai dit. Beaucoup de cas d'assassinat ont été enregistrés dans la commune de Lubero, des cas d'extorsion, des cas de pillage, beaucoup d'incidents se sont observés dans la commune de Lubero et c'est ce qui a poussé la population de la commune de Lubero et ses environs à adresser un mémorandum à son Excellence Monsieur le Gouverneur pour revendiquer, pour lui expliquer, pour hausser sa voix plus haut afin que l'autorité puisse donner une réponse favorable à la population. Nous avons été reçus par le gouverneur de province qui nous a reçus à beau père de famille. Il nous a donné des réponses satisfaisantes par rapport à nos revendications. Par rapport à certains points, il a donné des réponses et nous en sommes très satisfaits. Nous revenons des échanges, le cœur satisfait et je crois que au retour à Lubero Centre, nous irons voir la concrétisation de ces différentes solutions qui ont été données par l'autorité provinciale. Il a promis d'envoyer une équipe sur terrain pour s'imprégner de la situation. Il vient de prendre d'autres décisions sur place qui viennent d'être exécutées, comme certaines dépenses qui seront à la charge de la province. Il vient de désigner une équipe qui va descendre sur terrain d'ici quelques heures pour s'imprégner davantage de la situation et lui donner rapport. Certainement, les activités ont déjà repris ce jeudi. Les activités socio-économiques ont repris. Les élèves sont allés à l'école et nous avons levé momentanément la grève. Et notre frère Jonathan, dont le corps est encore à la morgue, il sera inhumé demain. À Boulé, dans les territoires de Djougou, deux militaires FARDC ont tiré des coups de sommation vers les centres contrôlés par la CRP et sémé la panique. La MONUSCO est intervenue pour calmer les tensions et éviter une reprise des violences. Selon des sources locales, deux militaires de FARDC positionnés sur la colline des Ros ont tiré des coups de sommation en direction des Boulé-Centres, actuellement sous contrôle de la CRP. Ces tirs ont provoqué la panique au sein de la population, craignant une escalade de violence. Une délégation de la MONUSCO présente sur place multiplie des contacts pour calmer les esprits et prévenir tout affrontement. Les casques bleus ont été placés en alerte maximale et renforcent leur présence dans les points sensibles de la zone. Les conséquences sur le plan socio-économique et éducatif sont lourdes. Toutes les activités commerciales restent paralysées au centre du Boulé. Au rond-point Vagero, cœur commercial de la localité, les boutiques sont fermées et les établissements scolaires n'ont pas ouvert leurs portes. Plus de 43 écoles ont cessé de fonctionner depuis la reprise des hostilités, privant des milliers d'enfants d'éducation. Une foule inquiète observe l'évolution de la situation. Sur les lignes de front,
les deux parties maintiennent des positions défensives dans un climat de fortes tensions. Des pourparlers ont débuté ce vendredi à 10h au bureau administratif de la chefferie de Bahema Bagéré. La MONUSCO, les autorités locales, les comités locaux de sécurité, les leaders communautaires et des représentants de la société civile participent aux discussions sur les préoccupations sécuritaires et humanitaires. Flori Kitoko, coordonnateur provincial du PDDRCS, et Michel Metawani, président de l'UNADI, assistent à la rencontre. Dans mon groupement, il y a accrochage entre CRP et FRDC. Toutes les populations qui se trouvent dans mon entité, ils ont fui aux côtés de UPDFO. Ils ont mal vivre de ces côtés. Nous voulons la paix. Nous avons besoin de restauration de l'État. Nous voulons les populations qui fuient l'accrochement entre FRDC et CRP, ils ont regagné leur village d'origine. Dans ces sites de pleine savent. La population marquée de vivre et non-vivre, ils ont manqué de toilettes et l'épidémie sera tombée au milieu de la population. Comme moi je suis le chef de groupement, moi je voulais être les populations retourner leur village d'origine ici à Boule. Comme moi je parle. L'objectif est de renforcer la concertation et d'identifier des solutions durables pour protéger les civils et rétablir progressivement la stabilité dans cette zone durement touchée par les violences. Poursuivant cette actualité du jour, le lieutenant-colonel Mak Azukai a été nommé porte-parole intérimaire des forces armées de la République démocratique du Congo en remplacement du général-major Sylvain Ekenge, suspendu après de propos controversés sur la communauté Tutsi. L'armée congolaise a nommé le lieutenant-colonel Mak Azukai comme porte-parole intérimaire des forces armées de la RDC et FARDC en remplacement du général-major Sylvain Ekenge, suspendu après de propos controversés sur la communauté Tutsi. Ancien porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord au Nord Kivu et des opérations conjointes FARDC UPDF au Nord Kivu et en Ituri, le lieutenant-colonel Azukai occupait jusqu'à présent le poste de commandant adjoint en charge des opérations et du renseignement au service de l'information de la communication des FARDC SIFA. Titulaire d'une licence en sciences de l'information de la communication de l'Université des sciences de l'information de la communication UNISIC, ex-IFASIC, il a également suivi des formations militaires et officiers ainsi qu'un stage de parachutiste en Chine et au Maroc. La suspension du général-major Ekenge fait suite à ses déclarations diffusées sur la chaîne nationale RTNC, qualifiant certaines femmes Tutsi de perfides et conseillant de faire attention à les épousants. L'état-major général des FARDC a condamné ce propos, les jugeant contraires aux valeurs républicaines et à la position officielle du pays. Ce propos ne reflète ni la position de la RDC, ni celle du président de la République, ni du gouvernement, a souligné un communiqué officiel. Les FARDC ont réaffirmé leur engagement à protéger tous les Congolais sans distinction et à promouvoir l'unité nationale. Le président Félix Tshisekedi a également condamné les déclarations du général-major Ekenge lors du conseil de ministres de 2 janvier 2026, qualifiant ce propos d'incompatible avec les valeurs républicaines et la cohésion nationale. Il a salué la suspension et ordonné la mise en place d'une stratégie de communication concordée afin d'éviter toute dérive et de préserver l'unité du pays dans un contexte sécuritaire sensible. La nomination du lieutenant-colonel Azukai ex-phase vise à assurer la continuité de la communication officielle de l'armée, particulièrement dans l'est du pays où la parole des FARDC est suivie de près tant au niveau national qu'international. Direction Kolwezi, la distribution de maïs du service national a atteint les universités de l'ICASI et Kolwezi. Dans les sud-est de la RDC, le service national a remis des cargaisons aux étudiants de l'université de l'ICASI, de l'ISPT, l'ICASI et de l'université de Kolwezi. Après Lubumbashi et Kinshasa, ces villes constituent les dernières étapes de l'opération qui doit se poursuivre dans d'autres établissements. Selon le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwika. Les sacs de farine de maïs Breakfast du service national ont été remis le mardi 6 janvier 2026 aux étudiants de l'université de l'ICASI, de l'ISPT l'ICASI dans la province de Haut-Katanga et de l'université de Kolwezi dans la province de Lualaba.
Un geste de solidarité, de communion du président de la République avec la communauté estudiantine en ce début d'année. Après les bancs, cette dotation affiche l'ambition du chef de l'État congolais, déterminé à non seulement améliorer la qualité d'études, mais aussi la qualité des vies des étudiants congolais. Ces derniers saluent tous ces apports. Nous disons vraiment un grand merci pour cet acte que tout le monde a apprécié. Nous venons de recevoir la farine venant du service national. Et cela a démarqué l'intérêt de tout étudiant, ça continue à nous motiver. Alors, nous ne souhaitons pas que cet acte puisse se limiter à ce niveau. Depuis que nous étions à l'université de Colombie, on n'a jamais vu ces dons offerts aux étudiants. C'est vraiment la première fois. Et je suis vraiment très impressionnée par cet acte et c'est vraiment une initiative encourageante. Lorsque le recensement avec l'Anyamata s'est commencé, nous avons tous eu peur de savoir quel en était le petit. Aujourd'hui, les étudiants, aujourd'hui, ils bénéficient des sacs de farine et bien sûr de ce qui va venir. Nous les remercions vraiment et nous attendons la suite qui sera très favorable. Nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État de cet acte de générosité ainsi que le lieutenant général, le commandant du service national. Nous tenons vraiment à les remercier d'avoir pensé à nous, la communauté étudiantine. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Ces farines de maïs sont une production des bâtisseurs, ces anciens jeunes délinquants. Aujourd'hui, ils s'attellent à nourrir les élites de demain. Contrairement aux affirmations de certains, les bâtisseurs viennent de plusieurs provinces de la République, même si pour l'instant le gros de troupes provient de la ville, province de Kinshasa, soit plus ou moins 7000 jeunes sur les 10 000 qu'encadrent actuellement les services nationaux. Qu'à cela ne tienne, le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, réaffirme son serment, celui de respecter scrupuleusement les orientations du chef de l'État. Pour rappel, le 3 janvier dernier, les étudiants de 6 universités et instituts supérieurs de Kinshasa avaient bénéficié de cette même dotation. Cette opération, entamée le 26 décembre 2025 avec les étudiants de l'UNILU et de l'ISP Lubumbashi, va se poursuivre vers d'autres établissements universitaires du pays, rassure le service national. À Kinshasa, un professeur de l'INIKIN a proposé l'octroi d'armes à feu aux enseignants universitaires après l'assassinat de son collègue Mathieu Abata Diabarsona. Il affirme que cette mesure permettrait aux professeurs de se défendre face à l'insécurité croissante et aux agressions armées. Un président dans notre pays, dont j'étais le nom, il avait dit sa protection et sa sécurité, c'est d'abord lui-même. Monsieur le Président, cher aîné, collègues professeurs, s'il vous plaît, notre protection et sécurité, c'est d'abord nous-mêmes, avant que la police de proximité, la police d'intervention rapide ne puisse arriver. Voilà pourquoi j'ai proposé que nous puissions avoir l'octroi des permis de port d'armes, que nous pouvons avoir comme intervention en première position avant que la police n'arrive. J'ai dit, je vous remercie. Toujours à Kinshasa, mesdames et messieurs, lors d'un briefing de presse jeudi à Kinshasa, le ministre de la Justice Guillaume Ngefa a annoncé l'abrogation du permis des cultes instauré précédemment qu'il juge illégal. Il a affirmé avoir dépolitisé le ministère depuis sa prise de fonction afin de rendre l'administration plus impersonnelle et transparente. Abordant les dossiers Frivao, le ministre a reconnu des cas de corruption continue au sein du système judiciaire, précisant que certaines affaires avait déjà conduit à des condamnations. La première chose que j'ai fait, c'était de dépolitiser le ministère. Quand je suis arrivé, c'était un ministère comme un parti politique, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, il fallait absolument que nous puissions faire en sorte que l'administration soit impersonnelle. On ne fait pas la politique dans l'administration. Et ça, c'est ce que nous avons fait. Bon, le dernier dossier, je vais répondre à certaines questions, c'est les dossiers des Frivao. C'est un dossier qui a coulé beaucoup d'encre. Il y a des cas de corruption qui continuent. Il y a eu déjà quelqu'un qui a été condamné à cet égard. Et nous avons effectivement réceptionné pour la première fois 19 millions. Et comme il y a encore d'autres cas, je pense qu'il y aura... J'ai donné des injonctions pour qu'on puisse encore, traduire en justice ceux qui sont encore impliqués. J'ai réinstallé le comité Marabout et envoyé effectivement des lettres. J'ai abrogé le permis de culte qui avait été instauré parce qu'il n'était pas légal.
J'ai mis en veilleuse la commission de visa d'exécution des décisions judiciaires parce que ça donnait l'impression d'être un 3e degré de juridiction et il y avait aussi des questions de corruption là-dedans. Donc on a supprimé ça. J'ai mis aujourd'hui un système de traitement de délivrance des documents officiels, certificat de nationalité, personnalité juridique, légalisation des actes rigoureux permettant l'authentification et la crédibilisation. Bien sûr, à cet égard, 235 certificats nationaux de nationalité, une dizaine d'arrêtés personnalité juridique ont été signés. Bon, je peux dire aussi qu'au niveau interne, quand je suis arrivé, le cabinet ne fonctionnait pas avec l'administration. Donc c'était très important que nous puissions travailler comme une équipe, puisque le cabinet est passager. Donc demain, je peux ne pas être ministre. Il faut que l'administration fonctionne. La première chose que j'ai fait, c'était de dépolitiser le ministère. Après Kamako, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchiela-Kamba, s'est rendue à Kandjadji, une autre cité frontalière entre la RDC et l'Angola. Sa mission vise à renforcer la vigilance et les contrôles aux frontières en cette période de tension sécuritaire, envoyant un message clair sur la nécessité d'une surveillance maximale pour prévenir tout incident. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchiela-Kamba, a clôturé sa mission d'inspection et des contrôles des frontières à Kamako, cité frontalière stratégique entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Au terme de cette mission, elle a présidé une réunion de sécurité avec l'ensemble des services affectés à cette frontière. Message clair, vigilance maximale en cette période de guerre d'agression, conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chemin faisant vers Kandjadji, autre cité frontalière située entre les provinces du Kasaï et des Lunda Nord, la vice-ministre de l'Intérieur s'est rendue au poste local de la police nationale congolaise. Objectif, évaluer sur le terrain les fonctionnements de ces services dans sa mission régalienne de sécuriser les personnes et leurs biens. Sur place, plusieurs difficultés et préoccupations des éléments de la police nationale congolaise ont été relevées. La mission gouvernementale s'est ensuite poursuivie jusqu'à Kandjadji, dernière étape de cette tournée. À travers cette descente, comme dans d'autres frontières du pays, le gouvernement entend renforcer l'autorité de l'État, assurer un contrôle effectif des mouvements transfrontaliers et répondre aux préoccupations des populations locales. Lors de ces échanges avec les autorités politico-administratives, les services de sécurité et les leaders communautaires, Eugénie Tchiela-Kamba a insisté sur les défis liés à la migration incontrôlée, au trafic illicite et à l'insécurité transfrontalière. Mission accomplie pour la vice-ministre de l'Intérieur qui a repris les chemins de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité sur Kivu Morning Post. Si c'est votre première fois de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, mais également activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les actualités sur Kivu Morning Post. À très bientôt pour l'actualité prochaine.